Mesdames et messieurs, chers collègues, nous avons achevé la partie principale de notre visite en Ouzbékistan. Je voudrais tout d'abord exprimer ma gratitude à nos hôtes, nos amis ouzbeks, pour l'accueil chaleureux et traditionnellement cordial, ainsi que pour les discussions substantielles qui nous ont permis d'examiner l'ensemble de nos relations, les dossiers bilatéraux, notre coopération régionale et globale. Un entretien vient à peine de s'achever avec le président de l'Ouzbékistan, son Excellence Shavkat Mirziyoyev. Pendant plus d'une heure, nous avons abordé les tâches découlant de ces rencontres avec Vladimir Poutine. Au cours des 2 dernières années, nos présidents ont défini les grandes orientations stratégiques de notre partenariat d'alliance et de coopération stratégique, incluant de nombreux projets représentant plusieurs dizaines de milliards de dollars. Les investissements russes figurent parmi les plus importants dans l'économie ouzbèque. En matière d'échanges commerciaux, la Russie représente environ 18% du volume total du commerce extérieur de l'Ouzbékistan. Et ce n'est qu'un début. Actuellement, 115 projets d'investissement impliquant des capitaux russes sont en cours, pour une valeur dépassant les 3200 milliards de roubles. Lors de nos discussions avec le président Mirziyoyev et le ministre des Affaires étrangères Bakhtiyor Saidov, nous avons examiné en détail l'évolution de ces projets et les mesures supplémentaires nécessaires, notamment dans les secteurs économiques, financiers et bancaires, pour garantir leur réalisation, indépendamment de la conjoncture extérieure. Le secteur de l'énergie demeure une priorité majeure. Le projet phare est la construction de la première centrale nucléaire en Ouzbékistan, pour laquelle le contrat a été signé l'an dernier. Le projet entre désormais dans sa phase concrète de mise en œuvre. Notre coopération dans le domaine du gaz s'intensifie également. Plusieurs projets d'infrastructure permettront de doubler les livraisons de gaz russe vers l'Ouzbékistan. Nous avons également discuté des projets de transport visant à renforcer la connectivité entre nos pays. Des efforts sont en cours pour accroître le volume des transports ferroviaires, tant de marchandises que de passagers. Des projets sont envisagés pour élargir les corridors internationaux de transport existants dans les axes nord-sud et est-ouest. D'autres projets visent à renforcer l'interconnexion non seulement entre nos économies, mais aussi entre l'infrastructure de l'Asie centrale et celle de la Russie. À plus grande échelle, cela contribuera à la construction du grand partenariat eurasiatique, que le président Poutine appelle de ses vœux, avec une coordination entre diverses structures d'intégration, l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, le format Asie centrale plus Russie, la CEI, l'Union économique eurasiatique, UEA, avec laquelle l'Ouzbékistan développe activement sa coopération. Récemment, l'Ouzbékistan a rejoint la Banque eurasiatique de développement. Un accord de coopération avec l'UEEA est également en préparation. La coopération interrégionale bénéficie d'une attention particulière de la part de nos dirigeants. Le Forum interrégional russo-ouzbek, créé il y a 6 ans à l'initiative du président Mirziyoyev, a été transformé en Conseil des régions de Russie et d'Ouzbékistan, placé sous la direction des 2 chefs d'État. Près de 80 sujets de la Fédération de Russie entretiennent des relations régulières avec les régions ouzbèques. Nous avons salué la qualité de notre coopération dans les domaines culturels et humanitaires. En novembre 2024, les Journées de la culture ouzbèque se sont déroulées en Russie avec un grand succès. En juin 2025, l'Ouzbékistan accueillera les Journées de la culture russe. L'éducation figure parmi les domaines les plus prioritaires de notre coopération humanitaire. Plus de 56 000 citoyens ouzbeks étudient actuellement dans des établissements russes. L'Ouzbékistan compte 14 antennes d'universités russes de premier plan. L'ouverture d'une 15e, celle de l'Université technique d'État Beaumont, est à l'étude. Des programmes de soutien à la langue russe sont en cours via les projets Classe, Malish et la force de l'esprit dans l'enseignement préscolaire et secondaire. Nous soutenons constamment les efforts des autorités ouzbèques et personnellement ceux du président Mirziyoyev en faveur de l'harmonie interethnique et du renforcement du statut de la langue russe, langue de communication interethnique en Ouzbékistan. Cela est d'autant plus important qu'environ 1 million de nos compatriotes résident en Ouzbékistan et que nombre de citoyens ouzbeks utilisent quotidiennement le russe. Nous saluons l'intérêt du président Mirziyoyev
pour la promotion du russe. Aujourd'hui, nous avons souligné la nécessité d'achever au plus vite la création de l'Organisation internationale pour la langue russe, à laquelle l'Ouzbékistan joue un rôle actif. Nous avons abordé la question de la migration de travail, dans le but de créer un cadre sûr et organisé. Il existe une volonté partagée d'améliorer les procédures de recrutement organisé de main-d'œuvre en Ouzbékistan, destinées à travailler en Russie. Sur la majorité des questions internationales et régionales, nos positions sont similaires ou proches. Nous nous réjouissons de notre coopération au sein de l'ONU, des autres organisations internationales, de la CEI, de l'OCS, ainsi que du format Asie centrale plus Russie. La dernière réunion des ministres des Affaires étrangères de ce format s'est tenue le 11 avril à Almaty. L'un des objectifs était de préparer le prochain sommet Russie plus Asie centrale, prévu pour l'automne 2025. Nous avons également évoqué les perspectives de coopération dans le cadre des BRICS. Cette année, l'Ouzbékistan y a adhéré en tant que pays partenaire. Nous y voyons de belles perspectives de collaboration dans tous les domaines. En tenant compte du statut d'observateur de l'Ouzbékistan auprès de l'UEA, nous avons salué le développement du dialogue avec la Commission économique eurasiatique. Nous avons convenu de poursuivre la coordination de nos actions et de nous soutenir mutuellement dans les enceintes multilatérales. C'est précisément l'objectif du programme de coopération entre nos ministères des Affaires étrangères pour 2024 à 2025. Le programme pour la période suivante est en cours d'élaboration. Nous avons également abordé plusieurs dossiers régionaux urgents, la situation en Afghanistan, au Moyen-Orient, notamment en Syrie, et la nécessité de renforcer la coopération contre le terrorisme, le trafic de drogue et le crime organisé. Nous avons évoqué la situation tragique dans les territoires palestiniens, où il faut éliminer les causes profondes du conflit, à savoir l'absence de progrès dans l'application des résolutions de l'ONU sur la création d'un État palestinien. Cette même logique s'applique à la crise en Ukraine. Nous avons informé nos amis ouzbeks des derniers développements, notamment dans le contexte de nos échanges avec les États-Unis et des propositions qu'ils formulent dans leurs contacts avec les Ukrainiens et les Européens. Un autre sujet d'intérêt commun est la question du programme nucléaire iranien. Nous soutenons les efforts bilatéraux entre Téhéran et Washington pour lever ce facteur de tension. Cela renforcerait la stabilité non seulement dans la région du Golfe, mais aussi dans l'ensemble du Moyen-Orient. Nous sommes satisfaits des résultats de ces entretiens, qui ont confirmé notre volonté commune de renforcer le partenariat et l'alliance russo-ouzbèque sur tous les plans. J'ai invité mon collègue Beo Saïdov à se rendre en Russie à une date qui lui conviendra. Question. Selon vous, la visite a-t-elle été productive en termes d'élargissement de la coopération bilatérale entre les ministères des Affaires étrangères et de mise en œuvre des objectifs fixés par les chefs d'État lors de leur visite au plus haut niveau? Sergueï Lavrov. Il n'est pas très modeste d'évaluer soi-même les résultats de sa propre visite. Ce sont nos dirigeants qui en jugeront. Mais je peux dire que nous sommes satisfaits d'avoir pu dresser un panorama large et détaillé de tous les axes de coopération, en nous basant sur les instructions données par nos présidents lors de leurs rencontres régulières et fréquentes au cours des 2 dernières années. Ces directives couvrent pratiquement toute l'agenda bilatéral. Leur mise en œuvre contribuera non seulement à l'approfondissement de nos relations, mais surtout au développement socio-économique de l'Ouzbékistan et de la Russie, à la création d'emplois, à l'amélioration du bien-être de nos peuples. Notre coopération couvre toute la palette des relations économiques, humanitaires et des domaines nouveaux, comme l'industrie, l'énergie, y compris nucléaire. Nous lançons maintenant la construction d'une centrale nucléaire à faible puissance. Un projet de centrale nucléaire de grande capacité reste à l'ordre du jour. Rosatom possède toutes les compétences nécessaires et nos partenaires ouzbeks reconnaissent la qualité de notre technologie nucléaire. En matière de transport, un nouveau projet d'infrastructure ferroviaire est en cours. La ligne Chine-Kirghizistan-Ouzbékistan. Elle s'insère naturellement dans la stratégie de connectivité du continent eurasiatique. Elle rejoint aussi l'initiative du corridor transafghan, qui intéresse particulièrement l'Ouzbékistan et permettra d'atteindre les ports du Pakistan et l'océan Indien. Tous ces projets s'harmonisent également avec ceux dans lesquels la Russie est directement impliquée, comme le corridor international de transport Nord-Sud. Il faut exploiter au mieux les opportunités qu'offre ce vaste continent eurasiatique. Tous les projets de connectivité doivent s'appuyer sur les réalités géographiques, en évitant qu'ils soient entravés par des jeux politiques visant à affaiblir la coopération mutuellement bénéfique
notamment en Asie centrale, qui suscitent un intérêt croissant à l'échelle mondiale. Nous avons également parlé d'éducation, de culture, de haute technologie, de sciences et bien d'autres domaines. Les tâches définies par nos dirigeants restent d'actualité et nécessitent une attention constante. Nous sommes convenus aujourd'hui que nos ministères des Affaires étrangères, responsables de la coordination des relations extérieures de nos pays, échangeront leurs expériences pour faire progresser tous ces objectifs. Вы сейчас упомянули формат Центральная Азия плюс Россия, и действительно сейчас развернулась настоящая конкретная борьба. Question. Vous venez d'évoquer le format Asie centrale plus Russie. Il est vrai qu'une véritable lutte d'influence se joue actuellement en Asie centrale. Comment évaluez-vous l'efficacité de ce format, notamment en comparaison avec d'autres, tels que Asie centrale plus États-Unis, Asie centrale plus Union européenne? Sergueï Lavrov. Je ne me risquerai pas à en évaluer l'efficacité. Pour cela, il faudrait interroger nos amis d'Asie centrale eux-mêmes. C'est à eux qu'il revient de déterminer quel format leur apporte les résultats les plus concrets. Je peux seulement souligner une chose, dans le cadre de ce format, un sommet a déjà eu lieu, ainsi que plusieurs réunions des ministres des Affaires étrangères. Le prochain sommet est prévu pour le mois d'octobre, en marge du sommet de la CEI à Dushanbe. Nous partons du principe que cette coopération ne peut être que mutuellement bénéfique et qu'elle repose sur des accords convenus librement entre toutes les parties prenantes. Un autre aspect fondamental de notre position est notre opposition catégorique à toute tentative de politisation des processus de coopération, ainsi qu'à l'introduction d'éléments idéologiques visant à imposer la domination d'un groupe de pays sur cette région ou sur d'autres espaces géopolitiques. Malheureusement, les tentatives de ce genre, celles que je viens d'évoquer, sont flagrantes dans l'approche de nos collègues occidentaux vis-à-vis de la coopération avec les 5 pays d'Asie centrale. C'est particulièrement le cas de certains membres de l'Union européenne, notamment la direction de la Commission européenne à Bruxelles, qui cherchent à imposer dans la région leur propre agenda, souvent teinté d'un biais ouvertement anti-russe. Nous ne nous opposons pas à ce que nos alliés et partenaires stratégiques mènent une politique à multiples vecteurs. Nous-mêmes sommes toujours enclins à rechercher des accords mutuellement avantageux dans toutes les directions géopolitiques et géographiques. Toutefois, certains partenaires occidentaux de l'Asie centrale ne cherchent pas tant à proposer des projets gagnant-gagnant qu'à faire avancer leurs propres intérêts. Ils financent des programmes destinés, avant tout, à s'introduire dans les structures étatiques des pays de la région, y compris dans des domaines particulièrement sensibles tels que la gestion des frontières, les statistiques ou les affaires douanières. Cela ne peut évidemment que susciter des réserves, et les pays d'Asie centrale en sont bien conscients. Nos échanges avec eux nous permettent d'affirmer qu'ils perçoivent parfaitement les véritables objectifs que poursuivent les pays occidentaux et qu'ils prennent les mesures nécessaires pour se prémunir autant que possible. D'ailleurs, la décision du président américain Donald Trump de mettre fin aux activités de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, a été accueillie avec soulagement en Asie centrale. Dans cette région, on a depuis longtemps constaté que cette agence, sous couvert d'aide financière, consacrait en réalité la quasi-totalité des fonds alloués à l'envoi de ses propres consultants, lesquels s'implantaient dans les institutions étatiques. Je vous laisse imaginer comment ces ressources influençaient ensuite les relations de ces pays avec leurs donateurs occidentaux. C'est pourquoi nous plaidons pour que les processus de coopération entre l'Asie centrale et ses partenaires extérieurs soient débarrassés de ces tentatives manifestes, appelons les choses par leur nom, d'ingérence dans les affaires intérieures. Pour notre part, nous ne nous sommes jamais permis ce genre d'attitude avec quiconque. Question. À la suite de la décision de la Cour suprême de Russie de retirer le mouvement taliban de la liste des organisations interdites, faut-il s'attendre à des actions plus actives de la part de Moscou concernant l'Afghanistan? Une coopération conjointe avec l'Ouzbékistan sur le dossier afghan a-t-elle été abordée, sachant que ce pays fait partie de ceux qui collaborent le plus étroitement avec Kaboul? Sergueï Lavrov. Notre engagement sur le dossier afghan n'a jamais faibli. Effectivement, nous avons récemment achevé toutes les procédures requises par notre législation afin de suspendre la décision par laquelle les talibans avaient, en leur temps, été inscrits sur la liste des organisations terroristes. Dans les faits, depuis que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan à la suite de la fuite de l'administration de Joe Biden et de ses alliés occidentaux, nous avons toujours maintenu notre attention et notre coopération avec les nouvelles autorités
autorités afghanes. Notre ambassade n'a jamais fermé, ne serait-ce qu'un instant. Bien plus, elle est restée présente à Kaboul et entretient un dialogue quotidien avec les nouvelles autorités, à tous les niveaux, de manière mutuellement bénéfique sur de nombreuses questions. Dès l'arrivée des talibans au pouvoir, nous avons prôné leur inclusion dans les formats multilatéraux créés pour traiter du dossier afghan. Je pense notamment au format de Moscou sur l'Afghanistan, qui est, de l'avis général, l'un des plus efficaces. Dès les premiers jours suivant le changement de pouvoir à Kaboul, ce format a intégré des représentants des talibans. J'ai moi-même rencontré une délégation venue à Moscou peu après cette prise de pouvoir, dans le cadre d'une réunion de ce format. Il en va de même pour le groupe des pays voisins de l'Afghanistan, qui accomplit également un travail précieux. Un mécanisme existe aussi au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, que nous mobilisons activement. La coordination et l'harmonisation de ces formats aident les nouvelles autorités afghanes à mieux comprendre les recommandations des pays voisins qui visent à favoriser la réconciliation nationale au sein de la société afghane. C'est essentiel pour le développement futur du pays, mais aussi et surtout pour prévenir toute aggravation ou déstabilisation de la situation. Si ces risques sont réduits au minimum, cela permettra de concrétiser davantage de projets d'infrastructures et d'autres initiatives reliant l'Afghanistan à l'Asie centrale et aux régions adjacentes. Ces projets sont essentiels pour renforcer la viabilité économique du pays et répondre aux problèmes sociaux. Nous avons remarqué que l'Occident tente activement de revenir dans la partie afghane, qu'il avait quitté lors de la débandade de la coalition après la prise de pouvoir des talibans. En particulier, l'Occident a initié, par le biais du secrétariat des Nations Unies, un nouveau format de consultation, appelé format de Doha, qui se réunit au Qatar. L'objectif est clair, l'Occident n'apprécie guère que, jusqu'à la création de ce format de Doha, le rôle principal dans l'accompagnement des processus afghans revenait aux pays de la région. Nous ne nous y opposons pas, à condition que la participation des pays occidentaux à ces efforts collectifs soit honnête et ne dissimule pas une arrière-pensée. C'est pourquoi nous participons aussi au processus de Doha. Celui-ci a mis en place, à titre expérimental, des groupes de travail, notamment sur la lutte contre le trafic de drogue. Pour l'heure, nous n'observons aucun résultat tangible émanant de la participation des représentants onusiens et occidentaux à ces efforts collectifs. S'il émerge des projets mutuellement acceptables et surtout acceptables pour les autorités afghanes, nous ne nous y opposerons pas. Ce qui importe avant tout, c'est d'éviter toute tentative de réintroduction de doubles standards ou d'agendas cachés. Il est inacceptable, et pourtant de telles tentatives existent, de chercher à réimplanter sous un prétexte ou un autre des infrastructures militaires des pays de l'OTAN dans la région. De telles initiatives ne feraient que créer une nouvelle bombe à retardement, peut-être même pas si retardée que cela. Nous sommes en contact étroit avec nos collègues d'Asie centrale et nous constatons une convergence de vues sur ce point. Aucun d'entre eux ne souhaite accueillir sur son territoire des éléments d'infrastructure militaire de l'OTAN. Et ils ont raison. Le Pakistan adopte la même position. Nous plaidons activement pour la levée du gel des réserves de l'État afghan actuellement bloqué aux États-Unis. Cette mesure est indispensable pour faire face aux graves problèmes socio-économiques auxquels le pays et son peuple sont confrontés. Je le répète, les autorités en place à Kaboul sont une réalité. Il faut en tenir compte si l'on veut mener une politique pragmatique et non idéologique. Question. Lors de l'heure gouvernementale, à la Douma d'État en février de cette année, vous avez déclaré que le durcissement du régime d'entrée en Russie pour les citoyens d'Asie centrale en tant que migrants de travail ne correspondait pas aux intérêts à long terme de notre pays. Peu avant, des expulsions de migrants illégaux ont été effectuées et un registre des personnes à surveiller a été mis en place. Au cours des 2 dernières années, environ 15 lois ont été adoptées, imposant diverses restrictions au séjour et à l'entrée des migrants en Russie. Quels sont les intérêts que poursuivent les autorités russes en prenant de telles mesures? Sergueï Lavrov. Si l'on considère la situation dans son ensemble, les mesures visant à réduire le nombre de migrants de travail ne répondent guère à nos intérêts. Vous êtes certainement au fait des analyses fournies tant par les experts gouvernementaux que par notre communauté scientifique sur les problématiques démographiques et les objectifs de développement du pays, dans un contexte où la pénurie de main-d'œuvre pourrait compromettre la faisabilité de ces plans. La deuxième dimension de cette problématique est l'impératif de respecter la législation russe et de prévenir la formation de comportements délinquants au sein des communautés de travailleurs migrants. De tels cas existent.
Il est donc nécessaire de rechercher un équilibre judicieux. Ce sujet a été longuement évoqué avec le président de l'Ouzbékistan, M. Shavkat Mirziyoyev, ainsi qu'avec le ministre des Affaires étrangères, M. Bakhtiyor Saidov. L'enjeu consiste à ce que les migrants de travail, avant leur arrivée en Fédération de Russie, reçoivent une préparation adéquate, tant sur le plan de la maîtrise de la langue russe que de la connaissance de la législation et des règles de conduite applicables aux étrangers, en l'occurrence aux travailleurs migrants. Les dernières modifications de notre législation visent justement à instaurer un tel équilibre. Du point de vue de la procédure législative, la décision est prise. L'essentiel désormais est de garantir une application appropriée des dispositions. En Ouzbékistan, nous avons rencontré une compréhension totale de la nécessité d'instaurer un ordre permettant de minimiser les risques de violation, les excès ne pouvant être totalement exclus, et plus encore ceux liés à l'extrémisme ou au terrorisme. L'application du droit qui sera mise en œuvre en Fédération de Russie visera avant tout à réduire ces risques au minimum, tout en maximisant l'apport que peuvent offrir les migrants de travail, dont la demande reste élevée, dans la réalisation de nos objectifs socio-économiques. Question. Nous savons depuis longtemps que les États-Unis ont imposé des droits de douane à de nombreux pays. L'Ouzbékistan ne fait pas exception. Avez-vous évoqué cette question avec vos homologues aujourd'hui? Selon vous, quelle influence cette situation pourrait-elle avoir sur les relations commerciales entre la Russie et l'Ouzbékistan? Sergueï Lavrov. Je pense que cette situation pourrait avoir un impact sur les relations commerciales entre l'Ouzbékistan et les États-Unis. Quel rapport avec la Russie? Nos échanges avec l'Ouzbékistan sont régis par des accords bilatéraux. Les marchandises en provenance des États-Unis ne transitent pas par notre pays à destination de l'Ouzbékistan, pas plus que les produits ouzbeks ne passent par la Russie pour aller aux États-Unis. Par conséquent, je ne perçois aucun risque pour le développement du commerce russo-ouzbek. Celui-ci s'effectue dans le cadre de conditions préférentielles, tant dans l'espace de libre-échange de la CEI que dans le cadre des relations entre l'Ouzbékistan et l'Union économique eurasiatique, UEA. Je ne pense pas que nous ayons à craindre les expérimentations actuellement menées par Washington en matière de politique commerciale. Question. Quand pourrait avoir lieu le prochain round de négociations russo-américaines? Sergueï Lavrov, bientôt. Question. Quelle est, selon vous, la place des municipalités dans l'agenda international? Dans quelle mesure, dans le contexte actuel, la pratique des jumelages entre les villes russes et étrangères demeure-t-elle pertinente et efficace? Sergueï Lavrov. Plus le tissu des interactions entre les États est dense, plus les relations bilatérales sont solides et plus elles apportent des bénéfices tangibles aux citoyens concernés. Telle devrait être la finalité première de toute politique étrangère, commerciale ou d'activité économique internationale. Nous affirmons depuis toujours, et le président Vladimir Poutine l'a maintes fois souligné, que la politique étrangère de la Russie repose de plus en plus sur l'implication active de nos régions. Pratiquement tous les sujets de la Fédération entretiennent des liens étendus avec leurs partenaires, provinces, régions, parfois même éloignées de pays voisins ou non. Lorsque ce processus se prolonge au niveau municipal, il se consolide encore davantage et s'enracine plus profondément. Nous encourageons vivement les liens de jumelage ainsi que toute forme de coopération entre municipalités. Il existe des programmes dédiés à cet effet, qui sont de plus en plus intégrés dans les activités pratiques de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, des BRICS et d'autres structures auxquelles la Russie participe. L'intervention de Sergueï Lavrov, dans ce jeu de questions-réponses, ne se limite pas à une simple exposition de la politique étrangère et migratoire de la Russie, elle constitue un véritable cours de stratégie, de vision à long terme et d'art de la négociation, avec des leçons profondes que l'on peut transposer dans sa propre quête d'excellence. D'abord, Lavrov met en lumière une première règle fondamentale pour toute progression durable. Penser globalement, agir stratégiquement. En affirmant que la réduction du nombre de migrants ne sert pas les intérêts à long terme de la Russie, il invite à ne pas céder aux réactions impulsives ou populistes, mais à réfléchir en fonction d'objectifs durables, même si ceux-ci vont à contre-courant des émotions dominantes. Cette lucidité stratégique est essentielle dans la vie professionnelle comme personnelle. Savoir reconnaître que certaines solutions séduisantes à court terme sont en réalité des pièges qui nuisent à notre développement. Ensuite, il met en œuvre une gestion du paradoxe qu'on retrouve souvent dans les responsabilités élevées. Concilier deux impératifs a priori contradictoires. D'un côté, le besoin de main-d'œuvre migrante pour soutenir l'économie. De l'autre, la nécessité d'ordre public et de respect des lois. La capacité de Lavrov à rechercher ce qu'il appelle la
juste mesure, est une leçon précieuse. Dans nos propres trajectoires, les décisions les plus puissantes ne sont pas celles qui tranchent brutalement, mais celles qui savent équilibrer, harmoniser et réguler des tensions. Il faut aussi souligner une dimension de leadership humble et coopératif dans son approche. Plutôt que d'imposer, Lavrov parle de discussions détaillées avec les dirigeants ouzbeks. Il ne s'agit pas de dominer, mais de convaincre, de bâtir un consensus intelligent. Cette attitude enseigne que l'autorité véritable naît du dialogue et du respect, pas de la domination ni de l'arrogance. Dans un monde de plus en plus polarisé, c'est une voie d'excellence à suivre. Écouter avant de juger, collaborer et non imposer. Un autre point d'excellence réside dans la logique de préparation et de rigueur qu'il prône. Les migrants doivent être formés, informés, conscients des lois et des normes du pays d'accueil. C'est un appel indirect à la discipline personnelle. Dans toute entreprise de croissance personnelle ou professionnelle, la connaissance des règles, la maîtrise du langage, ici, littéralement le russe, et le respect des codes culturels ou institutionnels sont des préalables non négociables pour mériter la confiance et obtenir des résultats durables. Enfin, lorsqu'il évoque les relations entre municipalités et les programmes de jumelage, Lavrov nous rappelle que le succès ne repose pas uniquement sur les sommets, mais aussi sur le tissu local, sur les connexions horizontales, sur la diversité des petits liens solides qui soutiennent les grandes structures. Cette vision nous invite à cultiver nos réseaux, nos relations de proximité, nos engagements communautaires, car ils constituent la base solide d'une influence durable. Son style, direct mais réfléchi, montre également qu'on peut conjuguer fermeté et pondération, qu'il n'est pas nécessaire de hausser le ton pour se faire entendre. Cela résonne comme une leçon pour ceux qui veulent avoir de l'impact sans crier, convaincre sans agresser. À la fin de son intervention, son « bientôt » laconique concernant les discussions russo-américaines ou les funérailles papales montre une maîtrise du silence stratégique. Savoir quand parler et quand se taire est une compétence souvent négligée, mais essentielle dans toute carrière d'excellence. Et vous, chers abonnés, pensez-vous que la recherche de l'équilibre entre fermeté et ouverture, entre intérêt national et coopération internationale, soit une voie applicable dans votre propre vie professionnelle? Croyez-vous que le respect des règles soit aujourd'hui encore une clé du progrès ou un frein à la liberté individuelle? Partagez votre avis en commentaire, je vous lis avec attention, et je vous remercie pour votre contribution au débat. À très bientôt.